Une autre façon de représenter les choses pour montrer cette inversion de spin et de phénomène de résonance, eh bien, c'est de représenter un peu graphiquement ce qui se passe pour chaque noyau. Au départ, on a un champ magnétique nul, on est dans un système de dégénéré, et pour un proton de spin m égale plus 1,5, eh bien, on a le moment cinétique du proton tel qu'on l'a déterminé à la première diapo. Lorsqu'on applique le champ B0, on va avoir la naissance d'un mouvement de précession à la fréquence oméga 0, qui est fonction de la norme du champ magnétique B0. Lorsqu'on fait interagir avec une onde électromagnétique d'énergie h nu, x égale à h oméga 0, on a la composante magnétique B1 du champ électromagnétique qui va venir interagir pendant une dizaine de microsecondes sur chacun des protons. Et on va inverser le spin et il va passer de plus 1,5 à moins 1,5. Et c'est là qu'intervient le phénomène de résonance. Puis, ensuite, on va avoir, comme ce qu'on a déjà parlé par le passé, un phénomène de relaxation où le proton il va revenir à son état quantique d'un point de vue spin, à son état original, sur quelques secondes, et il va revenir au niveau m égale plus 1,5. Toujours sous l'action du champ externe B0. Maintenant qu'on a défini les phénomènes qui étaient mis en jeu, on va regarder comment on peut utiliser un principe de mesure pour mesurer tout ça. Alors, lors de la relaxation, c'est-à-dire quand les protons reprennent leur état de spin initial, on a un système de détection qui enregistre la radiation émise par le noyau, puisqu'à chaque fois qu'on passe d'un niveau énergétique inférieur à un niveau énergétique supérieur, lors de la relaxation, on est sur une spectrométrie d'émission et on a émission d'énergie de la part des atomes. Donc c'est ça qu'on va capter. Donc on ne capte pas des bobines, par des bobines, puisque il va y avoir des champs magnétiques induits qui vont se créer dans l'espace pendant ce temps de relaxation, ce qui va, à travers une bobine, créer des courants induits qu'on va mesurer et déduire directement le comportement dynamique des phénomènes. Donc, le système de détection qui enregistre la radiation émise par le noyau pendant cette période de relaxation, c'est ce qui va constituer notre signal RMN. Il s'agit d'un signal induit, comme je l'ai dit, qu'on appelle signal de précession libre ou le signal FID, Free Induction Decay. Donc le signal FID, c'est le signal qui va être généré par chaque proton qui revient sur son état de spin initial. Le signal FID est constitué d'un ensemble de sinusoïdes amortis fonction du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu comme dans l'infrarouge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des informations qui sont situées non pas dans le domaine du temps, mais dans le domaine des fréquences. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut passer d'un domaine temporel à un domaine fréquentiel? Eh bien, on effectue une transformée de Fourier. Et en prenant la transformée de Fourier du signal FID, on réalise donc la conversion temps-fréquence qui permet d'exploiter directement les informations spectrales contenues dans le signal temporel à travers le spectre RMN. Une petite animation graphique qui résume ce qu'on vient de dire. Donc quand on est dans la période de relaxation, on peut enregistrer, on a des dispositifs qui permettent d'enregistrer en fonction du temps le signal temporel FID, et en prenant la transformation de Fourier, on construit de cette manière un signal fréquentiel qu'on va appeler le spectre RMN. Intéressons-nous à présent un minimum à l'aspect mathématique de la transformation de Fourier. Alors c'est vraiment un minimum, hein. Si vous voulez que je vous fasse quelque chose de plus détaillé, je le ferai après le cours, mais ça peut nous emmener assez loin. On part d'un signal temporel FID qui est issu des phénomènes de relaxation de nos protons. Donc quand on voit cette allure de courbe, c'est une famille de courbes en fait dont chacune peut être décrite sous la forme f de t est égale à grand A fois cosinus oméga t plus phi fois exponentielle moins kt. On voit que c'est une sinusoïde de fréquence, de vitesse angulaire oméga 2 pi sur t 2 pi f donnée, puisqu'elle est périodique, cette courbe. Par contre,
on voit qu'il y a une courbe enveloppe en exponentielle moins kt qui va venir annuler le signal au bout d'un certain temps. Alors on est sur un phénomène certes périodique, mais sur un temps déterminé. Donc globalement, on estime qu'on n'est pas sur une fonction périodique, si on regarde sur un temps relativement long. C'est pour ça qu'on utilise la transformation de Fourier pour avoir les composantes spectrales. Si le signal était périodique, on utiliserait mathématiquement une série de Fourier. Mais là, comme on est en présence d'un signal non périodique, on est en présence d'un signal temporel non périodique, on utilise une transformation de Fourier pour aller chercher les composantes spectrales dans le signal temporel et les représenter dans un domaine fréquentiel qui va constituer la base de notre spectre RMN. Et qu'est-ce que c'est que cette transformation de Fourier? Bon, on appelle ça une fonction linéaire, c'est assez lourd à expliquer, mais je pourrais vous faire un topo là-dessus si vous voulez. On va aller chercher dans les fréquences, c'est-à-dire on va chercher une fonction f de nu à partir de f de t. Alors cette transformation, comment on la calcule? Eh bien on fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction f de t fois l'exponentielle complexe i de pi oméga t dt. Et en intégrant cette composition de fonctions temporelles qu'on avait au départ avec une exponentielle complexe, on va arriver à reconstruire ce qu'on appelle un diagramme fréquentiel qui est notre spectre RMN. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une transformation de Fourier, ça exprime toutes les fréquences contenues dans un signal temporel non périodique. Je vais à présent vous présenter un schéma de principe d'un spectromètre RMN. Alors c'est assez facile parce que ça va très simplement prendre en compte les différentes phases de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'on a déjà une source dans un spectromètre RMN. Donc je vous rappelle qu'il y a à la fois un champ magnétique qu'il faut créer B0 qui va être fait par un variateur de champ, donc un système de bobinage qui va donc servir à avoir à travers un électroaimant un champ magnétique B0 dans lequel on va mettre un échantillon. Puis on va avoir au niveau de la source un émetteur de radiofréquence qui va servir à nous générer notre onde électromagnétique qu'on va vouloir faire agir avec l'échantillon. On a une deuxième partie qui est une détection avec un récepteur de radiofréquence qui va nous permettre d'élaborer le signal FID. Et en prenant la transformation de Fourier, on va pouvoir construire le spectre. Simplement, ce qu'on fait un petit peu en plus comme traitement dans ce dispositif, c'est qu'on va faire un calcul d'intégration pour générer ce qu'on appelle une courbe d'intégration. C'est les petits signaux en rouge ici. Je vais vous expliquer à quoi ça sert prochainement. Alors juste pour compléter ce qu'on a vu sur la courbe d'intégration, la surface des pics que va générer le spectre, eh bien, elle est proportionnelle au nombre de noyaux qu'il représente. Et les spectromètres, ils sont donc équipés d'un intégrateur pour traduire cette surface en une courbe qu'on appelle courbe d'intégration dont le tracé correspond au pic d'absorption. On va détailler par la suite ce que ça veut dire. Pour pouvoir introduire d'autres composantes de la spectroscopie RMN, on va passer par certaines définitions qui concernent le blindage des noyaux et la notion de proton équivalent. Alors un champ magnétique externe qu'on applique à une molécule, ça va agir non seulement sur les spins nucléaires, donc on a vu qu'il y a le mouvement de précession, les orientations de spin, mais parallèlement à ça, ça va induire en même temps, dans un plan perpendiculaire à la direction du champ, une circulation d'électrons autour du proton. Et ça, à partir du moment où il y a une circulation d'électrons autour du proton, d'un point de vue électromagnétisme, ça va créer un champ magnétique interne, ça va créer un troisième champ. Alors ne vous mélangez pas les pinceaux, on a le champ B0 pour mettre de l'ordre et puis lever la dégénérescence, on a
la composante magnétique du champ électromagnétique incident B1 qui va venir nous faire nos modifications d'orientation de spin. Mais le fait d'avoir ces champs magnétiques externes, ça va générer des circulations d'électrons autour de protons, et quand il y a circulation d'électrons, eh bien, il y a création d'un champ magnétique. Donc, le fait d'apporter deux champs magnétiques externes va contribuer à créer un champ magnétique interne. Et ce champ magnétique interne, soit il s'additionne au champ externe et on est en présence de ce qu'on appelle un phénomène de déblindage, soit ce champ magnétique interne, il s'oppose au champ externe et on dit qu'on est en présence d'un phénomène de blindage ou un phénomène d'écran. Plus le phénomène de blindage est intense, plus le proton doit être soumis à un champ externe fort pour que se produise la résonance. Et ça, que ça va se traduire dans le spectre par un déplacement des pics d'absorption vers la droite du spectre. L'intensité du blindage ou du déblindage, ça va dans les deux sens, ça va donc dépendre de l'environnement du proton, donc de la structure chimique du composé. Ça va être fondamental pour nous, parce que si les protons ils ont le même environnement chimique, ils vont résonner de la même manière pour le même champ, on va leur dire qu'ils sont équivalents. Ça, c'est une notion très importante dans ce transport, la notion de proton équivalent. Le TMS, tétraméthylsilane. Alors pour apprécier quantitativement le blindage dont on vient de parler, donc le blindage que subit un proton, on va utiliser une référence qui est un signal qui va être donné par les protons du tétraméthylsilane, le TMS, le S6CH34, que l'on introduit en petite quantité dans l'échantillon. Cet étalon interne, il va présenter les avantages suivants. Ces 12 protons, ils ont le même environnement chimique qui vont fournir un seul signal. Il est utilisable en faible quantité car son absorption est intense. Ça veut dire que sa résonance a lieu à un champ fort, plus fort que dans la plupart des cas, donc son pic d'absorption il va être bien séparé des autres à l'extrême droite du spectre. Il présente une grande inertie chimique et il ne va pas risquer de réagir avec l'échantillon. Et en plus il est très volatile avec une température d'ébullition à 20 degrés et il va par conséquent s'évaporer très facilement. Ça veut dire tétraméthylsilane. Je répète, tétraméthylsilane. Rappelez-vous-en.